Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette deuxième partie consacrée au rock psychédélique à la fin des années 60 à l'est du Mississippi, donc les États de la côte Est plus la région des Grands Lacs. Et nous irons même faire un tour à Cincinnati, donc dans l'Ohio. Ici, les albums et les groupes qui ont ma préférence, donc plus dans l'idée d'un classement ici, plus qu'une introduction à la musique psychédélique comme je l'ai fait dans la première partie consacrée à cette région. Je vais commencer par une artiste qui n'est certainement pas référencée dans le rock psychédélique, et oui, encore une fois. Cette artiste, pourquoi est-ce que, surtout pour cet album en particulier, eh bien parce qu'elle fait appel à un musicien de l'école d'art de New York, section musique électronique. Et oui, c'est Michael Tchaikovsky qui va effectivement utiliser la voix de qui de Buffy Sainte-Marie. Et oui, Buffy Sainte-Marie, cette chanteuse folk, sur l'album Illuminations qui est sorti en 1969. Non seulement il va modifier sa voix, ou altérer sa voix, ou utiliser sa voix et sa guitare en fait, et tout ça est passé dans cet instrument électronique et ça crée une ambiance complètement psychédélique pour moi. C'est une vraie réussite que cet album, Dream Tree par exemple, bref, The Angel, With You Honey, il n'y a pas grand chose à acheter. Bon, puis il ne faut quand même pas oublier que Buffy Sainte-Marie et le morceau Codeine a été repris par de nombreux groupes psychédéliques et non des moindres, dont le Quicksilver Messenger Service. Donc voilà. Alors, un autre artiste qui est bien connu surtout dans les années 70, pour son rock bien efficace, bien rugueux, qui a pu inspirer d'ailleurs Bruce Springsteen. Cet artiste, c'est Bob Seger. Et oui, Bob Seger. Et il a fait deux albums dont le premier, celui-ci, sorti en 1969, sous le nom de Bob Seger's System, et le titre de l'album c'est Rambling Gambling Man. Il n'y a aucun doute, c'est un album de rock psychédélique, et quel album de rock psychédélique il y a depuis en merveille, dont de Rambling Gambling Man, Tales of Lucy Blue, 2 plus 2 is on my mind, et qui aurait mérité d'atteindre les sommets des charts. Superbe album ici, le pressage US 1969. Alors cette fois-ci on est dans le Boston Sound. Et d'ailleurs je vais y passer un petit moment, il y a quand même plusieurs groupes ici qui font partie ou qui ont été étiquetés Boston Sound. Alors ce groupe qui n'a fait que deux albums, et quel dommage. Ce groupe c'est The Tangerine Zoo, avec une superbe pochette sur le label Mainstream. Le label Mainstream et j'aurai l'occasion d'y revenir dans la dernière série de vidéos consacrée au rock psychédélique aux États-Unis. Eh bien, il nous a quand même servi d'excellents groupes, mais ô combien éphémères, au moins aussi excellents qu'éphémères, groupes psychédéliques. À la fin des années 60, celui-ci sort en 1968, il est très imprégné de garage rock psychédélique encore, donc deux albums, je vous ai dit, celui-ci 68, je crois que le deuxième est aussi sorti en 1968, je ne suis pas certain. Superbe album, une superbe reprise de Gloria. Encore une fois, ça c'est le côté un petit peu garage. Gloria a été repris des fois et des fois, par de très nombreux groupes, j'en ai déjà parlé. Mais ici, il n'y a pas que cela. L'orgue est présent, bien sûr, et des guitares incisives. Le rythme est souvent très soutenu, mais on est dans une ambiance psychédélique, l'usage des bruitages, tous les effets de guitare possibles. Bref, un modèle de rock psychédélique, superbe album. Certains préfèrent le deuxième, moi je sais pas, c'est le côté un petit peu plus brut de décoffrage avec celui-ci. Alors là, malheureusement, encore une fois, eux ils ont fait deux albums, et le groupe qui va venir, lui il n'en a fait qu'un seul, et c'est fort dommage. Donc étiqueté également Boston Sound, ou Bosstown Sound, ce groupe c'est Flat Earth Society, avec un album intitulé Waliko, qui est sorti en 1968. Alors c'est un groupe plutôt obscur, qui a eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas ce qui leur a permis d'enregistrer un album, c'est d'être signé par une industrie de confiserie.
Walico, en fait, c'est le nom publicitaire d'une barre chocolatée ou de céréales, bon, peu importe. Ça leur a en tout cas permis d'enregistrer un album complet, qui est une très grande, dans son pressage original, qui est très rare, hein. Il faut, pour un exemplaire en bon état, il va falloir débourser quelques centaines d'euros quand même. Alors ici, ce n'est pas le pressage original, mais il n'en demeure pas moins que c'est lui aussi une rareté, qui ne se négociera pas à des centaines d'euros, mais quand même, c'est l'une des toutes premières rééditions, peut-être la première réédition sur le label Psycho en 1983. Donc déjà, cette galette, vous voyez, elle a déjà 40 ans et plus. La musique, maintenant. Alors la musique, elle est, je dirais, la voix du chanteur, sur lesquels il y a des effets discrets, assez chauds, mais en même temps assez sombres. L'orgue qui est omniprésent, sans être trop lourd. La guitare qui est incisive, des rythmes. Alors, c'est partagé entre... il y a parfois l'impression d'être dans le garage psychédélique, ok, mais il y a des ambiances très baroques, presque gothiques, avec un titre comme Portrait in Grey, qui n'est pas sans rappeler le portrait de Dorian Gray. C'est exactement ça. Moi, quand je l'ai réécouté, j'ai eu une espèce de vision d'un hall d'hôtel dans un style néo-victorien avec des tentures mauves, rouges, un peu à la David Lynch, avec une vieille dame assise dans un fauteuil, enfin bref, très étrange. Nous retrouvons ici un groupe dont j'ai déjà parlé dans la première partie, un groupe que j'aime beaucoup. Ici, c'est mon album préféré de ce groupe, c'est Pearls Before Swine. C'est le deuxième album du groupe, Balaclava, avec ici cette reproduction du Triomphe de la mort de Bruegel l'Ancien, qui nous met clairement dans l'ambiance un petit peu de l'album. Hein. Ça n'a jamais été une franche gaieté, les albums de Pearls Before Swine. Ça changera un petit peu dans les albums solo de Tom Rapp. Oui, alors l'aspect contestataire, bien sûr, est toujours présent, mais aussi cet univers qui est propre à Tom Rapp, très onirique, avec des références à des mondes imaginaires, magiques. Voilà, c'est de la folk rock psychédélique, mais dans ce qu'elle fait de mieux. Voilà, écoutez absolument. Cet album est sorti en 1968, toujours sur ESP Records. Pure merveille. Que dire de plus? Écoutez-le. Bah oui. Alors, un groupe qui n'aura sorti qu'un seul album, lui, malheureusement tombé sous les coups de la censure pour un de ses titres, Mary Jane. Ben oui, Mary Jane, évidemment. Alors, ils auront malgré tout un petit succès là où ils viennent. Ils sont originaires, je crois que c'est du Michigan. Je ne veux pas dire de bêtises, mais bref. Ce sont les Baroques, The Baroques. L'album est sorti en 1967. Donc l'influence est très nettement garage psychédélique, même avec des titres incisifs et surtout. Donc tout ça est sous la houlette de Jay Borkenhagen qui est le guitariste, compositeur de tous les titres. Tous les musiciens sont vraiment très très bien. C'est un album qui est passé un petit peu sous les radars, y compris dans les encyclopédies de rock psychédélique, mais qui est présent malgré tout. C'est un excellent album de garage psychédélique. Bon, un de mes titres préférés, c'est le premier de la première phase, c'est Iowa. Bref, notez sur Chess Records. C'est pas un label qui est réputé pour faire la promotion des groupes de rock psychédélique. Hein. Le Chess Records, c'est le jazz, le rhythm and blues, etc. En passant, on va raconter une petite histoire. Alors, un autre groupe, un seul album, encore une fois. Ceux-là sont originaires justement, je le disais tout à l'heure, de Cincinnati, donc dans l'Ohio. Superbe album de blues, pour le coup. Pourtant, la pochette est clairement... nous renvoie complètement à un univers psychédélique. Le titre du groupe, c'est The Sacred Mushroom, qui s'appelait préalablement The Magic Mushroom. Ils n'ont que cet album à
à leur crédit, sur un label obscur, le label Parallax. Ici, il s'agit d'une réédition. Le pressage original est rare. Ici, c'est une réédition, et pourtant qui a déjà une vingtaine d'années, sortie en 2002 sur Akarma. Donc là, c'est clairement dans vie communautaire, mais alors pas du tout mielleux ni quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi j'associe le mouvement hippie à quelque chose de mielleux et de sucré. Je ne sais pas. En tout cas, eux, leur influence première, c'est le blues. Et tous les titres sont des titres de blues rock d'une efficacité exemplaire, dirais-je. Voilà, tout à fait excellent. Les guitares sont absolument superbes, et le morceau où le psychédélisme pour moi s'exprime le mieux, c'est le dernier morceau de l'album, Lifeline, où là vous commencez à avoir effectivement la guitare qui part dans des solis qui sont très nettement beaucoup plus psychédéliques. C'est un très très bon album de blues rock pour tous les amateurs de blues rock. C'est voilà. J'allais dire quelque chose? Non. Hop. Alors, le groupe suivant, qui est plus connu, bien sûr, qui lui est originaire de Chicago. J'ai choisi un live pour ce groupe. Les deux premiers albums studio sont très très bons, je les ai dans la discothèque, mais je préfère le live. Ce live, qui est sorti bien plus tard, vous en doutez. Ce groupe, c'est H.P. Lovecraft. Ah oui, de Howard Phillips Lovecraft, William Blake, Lovecraft, et puis voilà, de nombreux auteurs auront une influence considérable, donc des auteurs de science-fiction, y compris sur les groupes psychédéliques. Ici, c'est un live de 1968 qui reprend les principaux titres des deux premiers albums. Le combo sur ce live, c'est celui du deuxième album et non pas du premier. Sur le premier, il y avait un certain Jerry McGregor, si je ne me trompe, qui faisait partie des Shadows of Night. Je me trompe peut-être. Bon. Voilà, sorti en 1991, ce live pour Sundazed Records sur le label Tutman Records. Voilà. Vous avez le H.P. Lovecraft, c'est-à-dire généralement des rythmes lents, un chant à plusieurs voix, l'orgue est omniprésent, les bruitages sonores, et effectivement une ambiance très onirique, très aérienne, très cosmique. Le live est absolument magique. Voilà. H.P. Lovecraft. Alors voici un autre groupe qui n'a pas eu le sort qu'il méritait. Vous allez me dire, mais ça n'arrête jamais dans la rock psychédélique, en fait les groupes n'ont jamais le sort qu'ils méritent. Alors certains ont eu un sort immérité, et d'autres, je trouve, qu'ils ont disparu sans avoir presque laissé de traces. Heureusement les vinyles sont là. Boston Sound, c'est Ill Wind, l'album c'est Flashes, qui est sorti en 1968 sur ABC Records. ABC Records, il aura sorti pas mal aussi dans son catalogue de groupes psychédéliques, je vais y revenir. Ici, c'est une réédition, les copies, encore une fois, les pressages originaux sont assez compliqués à se procurer. Écoutez simplement les deux premiers titres de la première face et vous serez dans l'univers de Ill Wind. Donc, voilà, ça m'échappe, Walking and Singing et Sleep, vous allez voir les chants, alors qu'ils soient masculins ou féminins, d'une limpidité extraordinaire, les rythmes sont généralement assez lents, des guitares aux arpèges, voilà, d'une beauté, c'est un album d'une très grande beauté. Alors parfois il évoque, parfois, un petit peu le Jefferson Airplane, mais un petit peu de loin, comme dans un miroir déformé, dirons-nous. Et sinon, les solides guitares sont d'une limpidité, encore un peu comme les chants, tout est vraiment à l'unisson, et qui nous emmène vers les étoiles. Et ben, que rêver de mieux quand nous écoutons un album de rock psychédélique. Ill Wind, Flashes, Boston Sound, comme le groupe suivant. J'ai mis les deux albums. Ils n'ont sorti que deux albums, mais j'ai mis les deux parce que j'aime beaucoup les deux. Voilà. Je les ai mis juste un peu plus haut dans ma sélection parce qu'ils ont fait deux albums par rapport à Ill Wind qui sont vraiment formidables. Donc le groupe en question, donc, paru sur ABC Records, ici ce sont les pressages originaux, Eden's Children,
Alors c'est vrai qu'on voyait la pochette ici, vous allez dire oula, je sais pas si. Je parlais du côté mielleux hippie, non, là vous n'y êtes pas du tout. Sous la houlette de ce monsieur, Jim Shamak, Sham c'est son surnom, qui est le guitariste qui compose tous les morceaux des 2 albums. Superbe album sorti en 1968, le premier album de Eden's Children. Jim Shamak, clairement a un style de guitare qui est très. Il joue dans un style très jazzy. Il est brillant. Et ça lui autorise, ça donne à ses solides guitares, donc il utilise des effets, fuzz, distorsion, etc. Mais ça donne une originalité à ces solides guitares qui font que ce n'est pas un groupe de rock psychédélique comme un autre, c'est un des meilleurs groupes de rock psychédélique de la côte Est, sans aucun doute. Eden's Children, premier album 1968 sur ABC Records, et je vous montre aussi parce que je l'aime beaucoup. Le premier est un peu brut de décoffrage, c'est mon préféré. Celui-ci, il est un petit peu plus abouti, dirons-nous, avec un titre d'une pure merveille, Sure Looks Real, qui donne son titre à l'album. Voilà, Eden's Children, deuxième album 1969 pour ce trio. Il est identique au premier. Boston Sound, yes, it is. Alors, ce groupe. Les musiciens sont originaires de New York. Malheureusement pour eux, encore une fois, ils ont été mal produits, mal distribués, donc ils sortent un album en 1969 sur le label Probe. Ce groupe c'est Morgan. Bien sûr, vous reconnaissez le cri d'Edvard Munch. Ici, c'est une réédition, les pressages originaux sont un peu compliqués, encore une fois, à se procurer. Mais ici, le mérite de cette réédition sur le label Gersen, c'est que c'est une réédition à l'identique de l'album original, avec l'insert original, et en plus un petit livret, où les musiciens, les survivants, nous racontent un petit peu leur histoire. À la tête de cette formation particulièrement éphémère, mais il y a Steve Morgan, qui est le compositeur de tous les morceaux, chanteur et guitariste rythmique. Et puis il y a aussi un guitariste qui est Murray Chaffin, voilà, Murray Chaffin qui est absolument extraordinaire. Le son est bien lourd, écoutez simplement le premier morceau, Welcome to the Void. C'est un des grands disques de 1969. Vous allez dire, il en est sorti des albums en 1969 aux États-Unis. Oui, alors sauf que celui-ci il est passé totalement inaperçu pour le coup. Le groupe mal distribué va rapidement se dissoudre. Steve Morgan va partir sur la côte ouest. Et puis le guitariste dont j'ai parlé, Murray Chaffin, lui meurt malheureusement très tôt. À quel âge, devinez? À 27 ans. Pour terminer, puisque nous sommes sur l'histoire de vinyle, pour terminer avec Steve Morgan, eh bien lui va rester sur la côte ouest et il va devenir acteur. Il va jouer tout un tas de second rôles dans des séries télé. Et il apparaît même dans un épisode de Starsky Hutch, figurez-vous. Voilà. Drôle de destin pour ce personnage qui, avec ses camarades ici, a produit un des meilleurs albums de rock de la fin des années 60, aucun doute. Pour moi. Alors, bien sûr, impossible de la côte Est, ne pouvons ne pas parler de ce groupe extraordinaire, très cher à mon cœur, qui est bien sûr le Velvet Underground, avec Sterling Morrison, Moe Tucker, John Cale, Lou Reed, vous les connaissez comme moi et mieux, avec Nico sur cet album, premier album du Velvet Underground, bien sûr la pochette mythique d'Andy Warhol. Ce n'est pas le pressage original, même si on peut ici enlever la petite banane. Le pressage original, c'est des centaines d'euros, voire plus de 1000 euros en bon état pour cet album du Velvet Underground. Pour ceux parmi vous qui l'avaient en pressage original, tant mieux pour vous. N'empêche, cette fois-ci, on n'est pas dans l'ambiance hippie communautaire, on est dans une ambiance urbaine, citadine, et ce n'est pas les drogues
psychédéliques qui sont ici évoquées dans les paroles si troublantes, si sombres, si noires, avec cette voix si impeccable de Lou Reed, et en même temps accentuer ce côté obscur et sombre sur ce premier album par la voix de Nico. Non, ce sont les drogues dures, c'est la cocaïne, c'est l'héroïne, on est plus dans l'univers de William Burroughs, pour rappeler un petit peu l'ancrage littéraire du psychédélisme, que du côté de Ken Kesey. Et c'est Merry Pranksters. Non, on n'est pas du tout là, on est vraiment dans un univers très très sombre, très noir. On est plus dans les rues, voilà, dans les rues obscures, dans les impasses. Bref, un univers beaucoup plus sombre. Mais bon, les titres, bon, je vais passer, vous connaissez cet album par cœur, Heroin, etc. Voilà, Waiting for My Man, un monument. Nico, Nico sera la compagne pendant un temps de Philippe Garrel. Et les premiers films de Philippe Garrel, le réalisateur français, avec Nico, sont nettement, très clairement d'inspiration psychédélique. Par exemple, regarder la cicatrice intérieure. Voilà, vous comprendrez tout. Vous entendrez aussi d'ailleurs Nico chanter. Alors, je reste sur le Velvet Underground parce que je vais évoquer le Velvet Underground en studio, c'est très bien, et puis en live, malheureusement, souvent c'est assez la catastrophe, mais il existe ici c'est le pressage japonais c'est un double album à l'origine qui est pareil en 2 albums séparés au Japon. Là, sur celui-ci, vous allez retrouver Heroin, Waiting for the Man, etc. L'enregistrement est vraiment très bien, superbe. Voilà, le Velvet pouvait être très très bon en concert, et la preuve en est. Alors je termine avec mon groupe préféré, mon groupe de la côte Est, c'est le Mandrake Memorial. Je vais vous présenter les 3 albums, ils n'ont fait que 3 albums. Il se trouve qu'en dépit du non-succès de leurs albums, ils ont quand même eu des pressages européens. Tous les albums, je crois. Mon préféré, c'est celui-ci, c'est leur 2e album qui est sorti en 1968, c'est Medium, du Mandrake Memorial. Pour le coup, sur cet album, l'atmosphère est également très très sombre. Les mélodies psychédéliques sont merveilleuses, c'est d'une beauté. La voix de Randy Monaco, donc le bassiste et qui est chanteur également, elle est totalement envoûtante. Donc Michael Cack, qui est l'organiste, l'orgue est présent, est omniprésent, moins que sur le premier. Craig Anderton, le guitariste, voilà, n'est pas un guitariste aux grandes envolées lyriques, mais un guitariste de solide, court, mais d'une efficacité extraordinaire. C'est une merveille, cet album. Et puis je vais passer par le premier qui est peut-être plus accessible, qui est plus pop, psychédélique, même si clairement l'ambiance c'est pas mielleux, c'est pas sucré, non, c'est pas ça. Il y a toujours cette voix très particulière de Randy Monaco. Là, l'orgue a des sonorités très métalliques, qui rappellent beaucoup le clavecin sur cet album. Premier album, donc sur Poppy Records de 1968, le précédent que je vous ai montré, 1969. Bon, évidemment, pas forcément très attrayant comme pochette, mais il y a de pures merveilles. Les influences sont un petit peu jazzy, effectivement, sur un titre comme Journey, par exemple, le premier Bird Journey, et puis Sunday Noon, voilà, où l'influence du jazz est la plus... Enfin, attention, c'est pas un morceau de jazz, mais Bird Journey, et puis, là où il y a un superbe solo de fuzz sur le morceau Strange, qui est très très calme, qui commence très doucement, puis qui explose, enfin bref. Vraiment à découvrir. Les 3 albums de Mandrake Memorial sont plutôt longs pour l'époque. Souvent, ils font plus de 40 minutes. Voilà. Et le dernier, Puzzle, qui est sorti aussi en 1969, qui sera le chant du cygne du groupe, avec en reproduction sur la pochette, ici c'est une copie promotionnelle de l'album, une reproduction d'un dessin de M.C. Escher qui nous met assez bien dans l'ambiance. Michael Cack, l'organiste, n'y est plus, donc là ce n'est plus qu'un trio. Mais l'ambiance est toujours là. Peut-être que les titres sont un petit peu plus instillés. L'album est toujours long, il fait presque 50 minutes.
Vraiment superbe album, Puzzle du Mont Grec Memorial 1969. Écoutez, vous allez être envoûté sans aucun doute par la voix de Randy Monaco et puis les mélodies, hein, quelle beauté. Voilà, j'en ai terminé avec cette deuxième partie consacrée au rock psychédélique à l'est du Mississippi. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à vous abonner, c'est gratuit, ça donne de la visibilité aux vidéos. Et puis à la prochaine pour soit un épisode d'In Tenebris, et puis bien sûr, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, eh bien le dernier volet consacré au rock psychédélique aux États-Unis avec le focus sur le Texas et puis le reste des États-Unis, encore des merveilles à vous faire découvrir peut-être. Allez, Vince, it's me, Kazabel.